Une nouvelle session d'information sur nos antennes, mesdames, messieurs, bienvenue. Le gouvernement de la RDC qualifie de contre-vérité le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au cours d'un point de presse, ce jeudi 2 mars à Kinshasa, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que ce rapport du BCNUDH, faisant état de 40 morts lors des événements du 19 et 20 décembre dernier, est approximatif. Il ne vise qu'à discréditer le gouvernement congolais et ses institutions. Et pour honorer Etienne Tshisekedi, certains membres du rassemblement proposent la débaptisation de la commune de Limete en la commune Tshisekedi. Moïse Monidela, pour ne pas le citer, estime que cette débaptisation est une de belles manières de pérenniser la lutte du leader Maximo. Une proposition qu'une opinion considère inopportune et aberrante. Et enfin en sport, l'attaquant congolais Dieu merci Mbokani sera absent de terrain pendant 6 semaines suite à une blessure. Celle-ci est arrivée lors du match de la 26e journée du championnat d'Angleterre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a qualifié le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de 40 morts lors des événements du 19 et 20 décembre dernier de contre-vérité et d'approximatif. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi 2 mars à Kinshasa, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, après avoir présenté le dit rapport et montré le rôle des ONG, a fait savoir que ce rapport mensonger n'a pour objectif que de jeter le discrédit sur le gouvernement congolais et ses institutions. L'action des ONG ne peut dès lors s'envisager dans notre entendement qu'en termes de complémentarité par rapport aux structures institutionnelles établies dans un pays donné, et particulièrement en République démocratique du Congo. En effet, dans la division sociale du travail, la légitimité démocratique est réservée aux seuls gouvernants. Ceci dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo comprend que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une agence intergouvernementale, puisse coopérer activement avec des ONG des droits de l'homme pour dresser ces rapports périodiques, dont celui sous examen, portant sur les événements du mois de décembre 2016. Mais le gouvernement ne peut s'empêcher d'y noter une série d'approximations délibérées et de contre-vérités qui transparaissent dans les parties du rapport reprises dans le communiqué publié à Genève et distribué ce 1er mars, qui copie in extenso des productions non avérées et politiquement motivées, nous sommes au courant, pour ainsi dire, de certaines ONG. Le ministre Mende a aussi fait savoir que ce rapport a des conséquences incalculables sur l'économie du pays. Il fait fuir les investisseurs et réduit la confiance que la communauté internationale et la population congolaise ont vis-à-vis du gouvernement de la RDC. Le pessimisme de composition qu'induit cette pratique odieuse entraîne, entre autres conséquences, celle d'accroître artificiellement l'indice de pays à risque de la République démocratique du Congo, ce qui démobilise les investisseurs, ce qui décourage les touristes et nous maintient dans cet insoutenable paradoxe de pays potentiellement riches avec une population très pauvre, que beaucoup d'entre vous ne manquent jamais de souligner dans leurs analyses. Mesdames, Messieurs de la presse, au-delà du destin d'un gouvernement, au-delà du sort d'un régime politique, nous estimons que pour notre pays, c'est trop cher payer les petits intérêts corporatistes d'un carteron d'animateurs d'ONG. D'où notre regret de voir le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en RDC, préférer se recroqueviller sur une méthodologie axée essentiellement sur des récits adossés à des rumeurs répandues à dessein par de telles sources pour stigmatiser d'une manière devenue quasi rituelle ce qu'il qualifie de restriction des libertés de réunion et des libertés individuelles
en République démocratique du Congo. Lambert Mende Malanga a par ailleurs regretté que cette ONG intergouvernementale ait publié ce rapport sans consulter les autorités congolaises. Et pourtant, le gouvernement possède des statistiques viables pouvant collaborer à l'élaboration d'un tel rapport. 20 rebelles M23 ont été tués dans les affrontements qui les opposent au FARDC depuis le 27 janvier dernier, a indiqué le général Léon Mouchali, commandant de la 3e zone de défense. Les militaires congolais ont aussi capturé 25 rebelles M23, dont 15 Rwandais et 10 Congolais, qui ont été présentés aux autorités civiles, même si certains parmi eux se sont rendus, a-t-il renchéri. Le général Mouchali reconnaît tout de même que la menace est toujours présente tant que ces combattants auront leur base arrière dans les pays voisins, car plusieurs combattants M23 se sont repliés à l'Ouganda et au Rwanda. Il a ainsi indiqué que l'armée congolaise ne permettra pas d'autres incursions de ces rebelles sur les territoires congolais. Ainsi, le général Mouchali compte sur la bonne foi des Rwandais et Ougandais afin de remettre au gouvernement congolais tous les combattants ayant trouvé refuge dans leur pays. C'est vers 19h, heure de Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin, que 2 personnes, notamment un homme et une femme d'une trentaine d'années, ont échappé à un enlèvement le mardi 28 février dernier. Selon une des victimes, ils étaient montés à bord d'un taxi de marque Toyota IST, communément appelé Ketch, à destination du rond-point Huiléry. Ils constateront tout à coup le changement d'itinéraire sur ordre de 2 personnes armées qui se trouvaient déjà au bord du même taxi. Ils nous ont ordonné de leur donner tout ce qu'on avait, y compris nos téléphones. Ils nous ont dit qu'ils étaient des agents de l'État et qu'ils avaient le mandat de traquer tout ce qui véhiculait de fausses informations sur le gouvernement, a témoigné une des victimes à la radio Capi. Arrivé sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, le chauffeur a arrêté brusquement le moteur au niveau de l'université protestante du Congo, suite aux cris de la jeune femme prise de panique. C'est ce qui a permis aux victimes de s'échapper à la faveur aussi de la dispute qui s'en est suivie entre le chauffeur et les malfrats, étant donné l'arrêt imprévu du chauffeur. Nous devons pérenniser la lutte de Etienne Tshisekedi en débaptisant la commune de Limete, où il a vécu pendant très longtemps, en la commune de Tshisekedi. Dans tous les pays du monde, ça se fait comme ça. En tout cas, ces propos ne viennent pas de BSC TV, ils sont de Moïse Monidela, président de CONAD, parti membre du Rassemblement sur Top Congo FM. Une aberration, considèrent certains observateurs. Etienne Tshisekedi n'a été qu'un habitant comme tous les autres à Limete. Il n'a construit ni une avenue ou même une rigole dans cette commune. Ils estiment que certains alliés du Rassemblement veulent pousser trop loin le bouchon. Et pendant que les travaux d'aménagement du lieu d'enterrement d'Etienne Tshisekedi se poursuivent au cimetière de la Gombe, hier mercredi, les échauffourées ont opposé les militants de l'UDPS aux forces de l'ordre aux alentours du siège de ce parti. Selon certaines sources, ces militants s'opposent à la décision de la famille du Sphinx de Limete de rapatrier ça depuis le 11 mars et exigent un autre lieu pour l'érection du mausolée du défunt que le cimetière de la Gombe. Pour eux, le tout devra se faire après la mise en place du gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre signé au centre interdiocésain. Le Premier ministre Sami Badibanga au chevet de la Sokoda afin de redresser les comptes de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. Une audience à cet effet a été accordée mercredi 1er mars par le Premier ministre au ténor de la Sokoda, dont son président Verkis Kiamangwana Mateta et l'administrateur Jossar Nyokalongo au nom de tous les artistes confondus. Selon l'artiste musicien Nyokalongo, le rôle de la Sokoda est de percevoir et de repartir les droits d'auteur auprès des assujettis. Il se fait malheureusement que ces assujettis ne payent pas ces sommes, raison pour laquelle les artistes ont cherché l'intervention du gouvernement pour qu'ils rentrent dans leurs droits et se prennent en charge en cas de problème, a déclaré le patron de la Sokoda, Verkis Kiamangwana, à l'issue de cette audience. Alors nous voulons que l'État puisse nous aider, qu'il puisse demander qu'on puisse payer les droits de ceux en droit. Non seulement les musiciens, même ceux qui font des tableaux là, mais surtout les théâtres, les plasticiens, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Hein? Quand les gens disent ici, Soneka Sokoda ne paye que $100 de ça, parce qu'on n'a pas d'argent, ces gens ne veulent pas nous payer. Mais nous sommes venus, nous avons sollicité, n'est-ce pas, l'audience au chef, parce qu'il puisse intervenir pour les ayants droit.
Complétant son président, Josarnio Kalongo est monté au créneau pour dénoncer l'attitude de certains acteurs qui dévastent le secteur, notamment la Fédération des entreprises qui demande aux assujettis de ne pas payer des droits à l'instar de Vodacom. C'est près de 35 millions de dollars américains que cette société de télécommunications doit à la SOCODA. Il faut ajouter à la liste de ses créanciers les chaînes de télévision, de radio ou encore RTL RDC qui doit quelques 28 millions de dollars à la SOCODA. Le Premier ministre s'est montré particulièrement attentif aux doléances que les artistes lui ont soumises sur la situation. Adama Barrow effectue enfin compromis son premier déplacement officiel en tant que chef d'État gambien à Dakar, la capitale sénégalaise. Cette visite de 3 jours à Dakar, avec au menu de multiples entretiens, rendez-vous et la signature de nouveaux accords de coopération, est une occasion pour ces deux États d'améliorer les relations diplomatiques. Les deux chefs d'État, Adama Barrow et Macky Sall, devront donc au cours de leurs entretiens inscrire dans le marbre leur volonté de rapprochement, une façon de valider des annonces qu'ils ont faites ces dernières semaines. Ces 3 jours de visite devraient également, par la signature d'accords, relancer le lien économique et diplomatique entre ces deux États. Déjà, en milieu de la matinée, le président sénégalais Macky Sall est allé accueillir son homologue gambien sur le tarmac. Il a ensuite effectué la visite de la ville nouvelle Diamniadio et le nouveau centre de développement à la périphérie de Dakar. D'autres visites du genre sont prévues durant les 3 jours. Adama Barrow et Macky Sall vont donc multiplier les entretiens pour évoquer la construction du pont sénégambien et la lutte contre le trafic du bois. Vous vous souviendrez que de sa victoire à la présidentielle en décembre dernier, Adama Barrow avait indiqué que le Sénégal devrait être notre meilleur ami au monde et d'ajouter « cimenter notre relation, c'est une priorité pour que les deux pays en tirent profit ». Ainsi dit, ainsi fait, Adama Barrow a tenu sa promesse en effectuant sa première visite à Dakar, la capitale sénégalaise, pour consolider la relation. Touché aux ischios jambiers, Dieu merci Mbokani sera absent pendant 6 semaines, d'après une publication du site internet de son club. C'est lors du match qui a opposé les clubs de Holy City à Burnley, dans le cadre de la 26e journée du championnat d'Angleterre, que l'attaquant congolais s'est blessé. L'avant-centre congolais Mbokani, ancien de Dynamo Kiev, passe une période difficile dans son club, avec uniquement 8 titularisations et 0 but marqué en 26e journée de Première Ligue. Il importe de noter qu'il a été sélectionné par Florent Ibenge, coach de l'équipe nationale congolaise, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en janvier-février 2017. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Le gouvernement de la RDC qualifie de contre-vérité le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au cours d'un point de presse, ce jeudi 2 mars à Kinshasa, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que ce rapport du BCNUDH, faisant état de 40 morts lors des événements du 19 et 20 décembre dernier, est approximatif. Il ne vise qu'à discréditer le gouvernement congolais et ses institutions. Et pour honorer Etienne Tshisekedi, certains membres du rassemblement proposent la débaptisation de la commune de Limete en la commune Tshisekedi. Moïse Monidela, pour ne pas le citer, estime que cette débaptisation est une de belles manières de pérenniser la lutte du leader Maximo. Une proposition qu'une opinion considère inopportune et aberrante. Et enfin en sport, l'attaquant congolais Dieu merci Mbokani sera absent de terrain pendant 6 semaines suite à une blessure. Celle-ci est arrivée lors du match de la 26e journée du championnat d'Angleterre. C'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue presse journal paru en ligne ce jeudi 2 mars 2017. Rassemblement après Tshisekedi, réception par les premiers ministres de ténor de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, tels sont entre autres le sujet que nous avons résumé pour vous. Ouvrons cette revue presse avec Forum de Zas qui écrit à sa manchette « Restructuration de la plateforme, désignation du président du Conseil de sages, rassemblement, l'après Tshisekedi divise ».
Ça ne sont pas du bon parfum au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Depuis quelques jours, une querelle intestine semble avoir pris ses quartiers dans cette plateforme de l'opposition. En toile de fond, deux problèmes majeurs. Les premiers, le choix du successeur du fait Etienne Tshisekedi au poste de président du Conseil de sages du Rassemblement. Le second problème se rapporte à la problématique même de la restructuration de cette plateforme politique de l'opposition. Qui succédera donc à Etienne Tshisekedi? Le rassemblement doit-il continuer à évoluer dans son format actuel? Voici donc deux questions essentielles qui font très polémique au rassemblement. En ce qui concerne la succession d'Etienne Tshisekedi à la tête du Conseil de sages, il est légitime que des ambitions se manifestent. De lors que cette question n'a pas été clairement résolue dans l'acte de naissance de cette plateforme, il est donc normal qu'en l'absence de Titi, les autres membres du rassemblement puissent exprimer leurs intentions. Et pour ceux qui disent non à la fragilisation du rassemblement, quelle que soit la pertinence des arguments de ceux qui soutiennent l'idée de la restructuration, ce réaménagement porte le germe de déstabilisation. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui écrit « Monseigneur Ambongo, la question du leadership au sein du rassemblement apparaît comme un point essentiel de blocage. » Dans une interview exclusive accordée à actualité.cd, le vice-président de la SENCO, l'archevêque Frédolin Ambongo, a révélé que ni le président de la République ni la SENCO ne savent le contenu de la lettre laissée par Etienne Tshisekedi. Seul le destinateur de la lettre, à savoir Pierre Lumbi, l'abbé Théo et Christophe Lutundula, savent le contenu de la lettre. D'après Monseigneur Ambongo, la question du leadership au sein du rassemblement bloque la suite des discussions. Selon les prélats catholiques, quand les évêques ont rencontré les présidents de la République, dès le départ, Joseph Kabila a dit tout simplement qu'il ne garderait pas la lettre. Mais par respect pour les évêques, il a pris la lettre et la leur a remise. Il n'a pas ouvert la lettre et l'on ne peut pas dire s'il connaît le contenu de la lettre ou pas. Monseigneur Frédolin Ambongo a aussi fait savoir que les évêques gardent toujours cette lettre et la remettront au nouveau président du comité de sages du rassemblement. Mais sur la question de savoir s'il y a dialogue entre l'institution président de la République et le leadership au sein du rassemblement, il appartient à ces deux partis de changer sur le candidat Premier ministre jusqu'à ce qu'ils tomberont d'accord sur un nom. Primature, Félix Tshisekedi, roulé par Pierre Lumbi et la SENCO, écrit Congo virtuel. Selon le site d'information, le chef de la délégation du rassemblement aux négociations de la SENCO, Félix Tshisekedi, ignorait tout de la lettre de son père sur la primature jusque lorsque la missive avait été confiée à la SENCO pour transmission au chef de l'État. Soupçonnant un coup fourré, il a laissé son père retourner seul aux soins en Europe et même revenir à Kinshasa, abandonnant les démarches pour les obsèques de son père. Aujourd'hui, on affirme que l'homme est furieux comme un lion blessé, même si le rassemblement est aujourd'hui bloqué dans ses obligations pour donner la primature et les présidents du CNSA. Félix Tshisekedi, Tulombo, Seba, bec et ongle pour arracher la primature que rien, à part le nom qu'il porte, ne semble lui avoir encore garanti. Même si, ici aussi, l'équation est loin d'être résolue avec la modalité pratique exigée personnellement par Joseph Kabila qui attend une liste d'au moins 3 noms pour opérer son choix discrétionnaire. Bouclons cette revue de presse avec le journal La Prospérité qui écrit 2 millions de dollars réclamés pour les artistes musiciens Sokoda, Verkis Kiamwangana et Nyokalungu Shibadibanga. Une commission sera instituée pour statuer sur le doléance de musiciens tel que formulé par ces deux émissaires auprès de l'actuel Premier ministre Sami Badibangantita au vu du dossier complet en sa position depuis ce mercredi 1er mars 2017. Déjà, les deux parties ont convenu d'y travailler laborieusement dans la perspective d'une solution appropriée. Il est question d'aider la Sokoda à rentrer dans ce droit d'auteur vis-à-vis de certaines chaînes de télévision, de radio et quelques sociétés de télécommunications à l'instar de Vodacom et RTL. Ils appellent à l'intervention du gouvernement pour débloquer cette situation. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur BSC TV.